civile sénégalaise. Nous allons en parler, cette société civile sénégalaise. D'abord, nous vous saluons en vous disant bonjour et merci d'être venu sur ce plateau de Toute la Vérité. Bonjour et merci pour l'invitation. Une société civile sénégalaise qu'on a vue très engagée pour défendre la constitution sénégalaise sous Wade et qui a eu gain de cause, on peut le dire. Mais une société civile sénégalaise qui est méconnaissable pour beaucoup présentement. Je pense que c'est une analyse critique qui est un peu trop rapide, hein, parce que d'abord à la base, hein, en 2011, il y a eu une société civile qui s'est mobilisée parce qu'on ne peut pas résumer toute la société civile au M23 et aux organisations qui la composent. Et je voudrais insister sur ce point. Il y a une erreur d'approche quand on parle de la société civile parce qu'on a tendance à la réduire aux personnalités et les organisations les plus remarquables de ce cadre, alors que la société civile, elle est multiforme, elle est diverse, elle est partout. Elle dépasse largement les frontières habituelles dans lesquelles on la limite. Elle est diversifiée. Elle est totalement diversifiée. Toutes les organisations qui sont en dehors de l'espace de l'État sont des organisations de la société civile. Les ASC, les Daïra, les organisations de femmes, les organisations de jeunes. Tout ça, c'est la société civile. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une société civile qu'on voit dans les médias, qui s'exprime, qui mène certaines actions. Et on a tendance à assimiler toute la société civile à ce groupe. D'abord, je pense qu'il faut vraiment rectifier ça pour rendre justice à tous ceux qui sont dans la société civile et qui font beaucoup de choses fantastiques, qui ne sont pas connues, parce qu'on doit savoir que c'est la société civile qui substitue l'État partout où l'État est carent et défaillant. Regardez dans certaines localités. Vous allez dans le nord, dans certaines localités du Fouta, mais beaucoup d'infrastructures sont le fait d'organisations de la société civile, d'organisations d'immigrés. Dans d'autres localités, je peux vous donner l'exemple que je connais très bien, de Nande par exemple. Nande, c'est des organisations de la société civile qui ont construit un lycée. Donc, voilà. Maintenant, je peux répondre par rapport à cette société civile dont vous parlez. Il y a cette définition classique. Une définition... réductrice, très réductrice. Oui, mais il y a cette définition que vous venez de donner, qu'on a dans les salles de classe. Oui. Oui, mais dans la réalité, cette définition réductrice n'est pas gratuite. Hein? Non, elle n'est pas gratuite parce que c'est une question aussi de traitement par la presse. Parce qu'effectivement, il y a un effet déformant lié au fait qu'il y a des organisations de la civile qui sont omniprésentes dans la presse. On entend, qu'on connaît. Mais on ne peut pas porter les analyses, on ne peut pas faire des analyses uniquement par référence à cette partie de la société civile. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'on puisse dire que la société civile qui était sur le terrain pendant la veille des élections pour se battre contre le projet d'Abdoulaye Wade, même cette société civile n'était qu'un moteur. Ce qui était sur le terrain, c'était beaucoup de citoyens sénégalais qui n'ont même pas d'engagement dans les organisations. Oui, mais encadrés. Mais encadrés par les structures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un thème récurrent. On dit, oui, la société civile est allée dans le pouvoir. Effectivement, il y a des acteurs, je précise bien, c'est important, il y a des acteurs de la société civile qui ont choisi d'aller dans le pouvoir. Ce n'est pas toute la société civile, ce n'est pas tous les M23, ce ne sont pas tous les acteurs qui étaient présents. J'en suis un exemple. J'étais un acteur, d'autres personnes, je peux parler d'autres acteurs, je peux parler de Cherti Yandé, je peux parler de personnalités comme Jean-Charles Tal et d'autres, Mamadou Mbodj qui dirige le M23 actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui étaient des acteurs très importants, qui ne sont pas dans le pouvoir. Maintenant, ceux qui sont dans le pouvoir, ils ont fait un choix qu'il faut respecter. Est-ce que c'est le rôle de cette société civile? Un choix qu'il faut respecter, d'accord. Mais le rôle assigné à cette société civile, est-ce que c'est celui-là, d'être de connivence avec le pouvoir? Ce n'est pas une question de connivence, c'est une question de choix. Tous les Sénégalais ont le droit de participer, ont le droit d'assumer les charges publiques. Ce n'est pas une question de société civile ou de politique.
c'est tous les Sénégalais. C'est très important. Il ne faut pas qu'on réduise l'accès aux opportunités à la classe politique. Pourquoi? Même ceux qui ne sont pas des acteurs de la société civile, comme vous ou d'autres, ont le droit d'assumer les charges publiques. Tous les Sénégalais sont à équidistance de cette possibilité. Donc, il ne faut pas cibler des personnes en disant est-ce que c'est leur rôle d'aller au pouvoir? Est-ce que c'est leur rôle d'assumer les charges publiques? Ils ont le droit, comme n'importe quel Sénégalais, sans qu'on mette en avant les questions d'appartenance. Oui. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Ils ont le droit d'y aller. Oui. Ils ont le droit de prétendre à ces privilèges. Oui, mais en y allant, se départir de leur casquette de membres de cette société civile. Pas nécessairement, mais c'est un choix. Quand on fait ce choix, on doit l'assumer. Par exemple, quand on avait une position consistant à critiquer le gouvernement, à surveiller le gouvernement, à jouer le rôle de vigilance, quand on va dans le gouvernement, on ne peut plus le faire. On est disqualifié pour le faire. Mais c'est un choix que chacun assume. Mais ce n'est pas parce que certains sont partis qu'on peut dire que tout le monde est parti aujourd'hui. Oui, mais dans l'imagerie populaire, ce que ça donne, c'est que ces membres de cette société civile étaient là en tant que militants, en tant que défenseurs de la Constitution, mais en vue de se partager le gâteau après. Je ne vais pas jouer l'avocat parce que je ne connais pas les motivations de tout le monde. Mais je sais qu'effectivement, on peut penser que certains avaient cette motivation. D'autres pas nécessairement. D'autres s'étaient engagés par conviction et qui sont restés dans leur position aujourd'hui, qui continuent leurs activités, qui ne sont pas dans la sphère gouvernementale. Je ne peux pas juger, je ne veux pas juger. Aujourd'hui, sans juger, et les faits sont là. Oui. Il y a des dérives sous le régime de Macky Sall. Et on croit comprendre qu'il n'y a que Amnesty Sénégal, qui élève la voix. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Moi, en ce qui me concerne, j'ai participé à des émissions où je donnais mon point de vue sur ce que je pense de la situation actuelle. En tant que structure, vous, c'est au niveau individuel. Mais au niveau de Silabok, on a eu une position par rapport à la question des locales. Mais en tant que structure, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, on entend quand même le Forum civil. Il faut lui rendre justice. Le Forum civil a sorti des communiqués, a pris des positions sur un certain nombre de questions. Il y a le M23. Le M23 a pris des positions sur un certain nombre de questions. Le M23. Le M23, je ne parle. Il n'y a qu'un M23. Il y a le M23 et un groupe qui s'appelle Comité de stratégie et d'orientation des jeunes du M23. Mais le M23 a pris des positions qui sont très claires. Donc je ne pense pas qu'il n'y a que l'Amnesty International qui est sur le terrain pour donner son point de vue. Par exemple, la question précise des interdictions de marche à Dakar. Mais Y'en a marre s'est prononcé là-dessus. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Y'en a marre s'est prononcé, beaucoup d'organisations se sont prononcées contre le Forum civil a pris position sur ça. Il n'y a pas qu'Amnesty. Il n'y a pas qu'Amnesty. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a des positions qu'Amnesty a prises par rapport à des questions qui sont à l'ordre du jour que je ne partage absolument pas. Comme que ce soit Amnesty ou la RADDHO, par exemple, sur la question de la situation de Karim Wade. Je trouve que c'est des positions qui ne sont pas des positions pertinentes. Dire aujourd'hui qu'il faut le libérer parce qu'il est en prison depuis 1 an et que les preuves n'ont pas été produites, c'est méconnaître le fonctionnement de la justice. L'instruction, elle est secrète. Pendant l'instruction, on ne peut pas demander à la justice de produire des preuves, de rendre public des preuves. Ce serait contraire au secret de l'instruction. Donc, il y a des positions qui sont défendues par des organisations de droits de l'homme qui ne sont pas forcément pertinentes. Oui, sans être spécialiste du droit. Mais quand même, la logique comprend leur requête. Quelqu'un qui est arrêté, emprisonné, 1 an durant, sans preuve, on cherche à le juger simplement. Pourquoi vous pouvez dire sans preuve? Vous ne pouvez pas dire sans preuve. Apparent. On ne peut pas le dire parce que l'instruction est secrète. Oui. Et vous savez combien de Sénégalais Il n'était pas mieux de lui interdire de sortir du pays et de continuer l'instruction? Vous savez combien de Sénégalais sont en prison dans des dossiers qui sont en instruction depuis plus de 2 ans? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse uniquement au cas de Karim Wade? Pourquoi ces organisations de droits de l'homme ne s'intéressent qu'au cas de Karim Wade?
il suffit qu'il fasse un inventaire pour savoir combien de milliers de Sénégalais sont en prison, en détention préventive, pour des faits quelquefois des détails qui sont en détention préventive. Ce qui est injuste. Mais ce qui est injuste, c'est pour ça. Et l'injustice n'explique pas l'injustice. Je ne dis pas que... D'abord, je ne suis pas d'accord que le cas de Karim Wade relève d'une injustice. Je ne suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Il est poursuivi dans le cadre de la loi de l'enrichissement illicite. Il est en détention préventive depuis 1 an. Je n'ai entendu aucun argument sérieux permettant de dire qu'il fait l'objet d'une injustice. Il est là depuis 1 an, l'instruction est en cours. L'instruction, elle est secrète. On ne peut pas aujourd'hui argumenter, développer une argumentation sur le fait qu'il est là depuis 1 an, il n'y a pas les preuves, il faut le mettre en liberté. Oui. Pourquoi? Et par rapport à la CREI, il y en a qui ont parlé de l'instance qui va juger Karim Wade, la CREI, oui, pour dire que c'est unique. Mais la CREI, moi je dois d'abord faire une observation. Pourquoi ceux qui font l'objet aujourd'hui des poursuites, notamment ceux qui ont dirigé ce pays, qui ont dirigé ce pays pendant 12 ans, qui avaient totalement l'opportunité de remettre en cause ce texte, qu'est-ce qui les a empêchés de le faire? Ce débat est revenu. Non, mais non, je pose la question. Ils ont dit que la CREI n'existe plus. Non. Ils disent que la CREI n'existe plus depuis qu'un avocat a dit qu'il a supprimé la CREI. Doudou Ndoye. Ouais. Mais avant ça, il ne disait pas ça. Il ne disait pas ça. Il ne disait pas ça. Il y a même un collaborateur du président de la République, en l'occurrence son ancien directeur de cabinet, qui disait que le président lui avait demandé de lui rappeler qu'il fallait faire quelque chose par rapport à la CREI. Donc, dans leur entendement, ils ne pensaient pas que la CREI était supprimée. De toute façon, ils avaient tout le loisir de remettre ça en question. Maintenant, je partage certains points de vue par rapport à la CREI et par rapport au droit de la défense. Effectivement, je pense qu'il n'est pas acceptable qu'on ait une juridiction qui ne permette pas aux personnes concernées de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction. C'est-à-dire de pouvoir faire appel des décisions de la commission d'instruction. C'est ce que dit, par exemple, un Demba Ciré Badji. Mais c'est juste. Ce point de vue est juste. Ce point de vue est juste. On peut évaluer la crise, ce point de vue est juste. Et dans le cadre de la mise en place de cette juridiction pour la répression des infractions économiques et financières, cette requête a été prise en compte. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on dise simplement que la CREI, elle est unique, qu'il faut la supprimer, passer à autre chose. Nous avons aujourd'hui dans ce pays, on a constaté un niveau de prédation, un niveau de détournement, de concussion, de corruption colossale pendant 12 ans. Est-ce qu'il est acceptable de dire que tout ça doit passer à perte des profits? C'est intolérable de dire une chose pareille. Et puis chaque pays a ses réalités. On ne peut pas comparer simplement notre pays à d'autres en disant que oui, dans les autres pays, il n'y a pas d'institution de cette nature. Il y a certaines juridictions spéciales dans certains pays qui permettent, par rapport à un certain nombre de principes, de limiter certains droits compte tenu du contexte et de la spécificité de la situation. Nous avons aujourd'hui un niveau de corruption qui a donné des résultats patents. Vous êtes Sénégalais comme moi, nous sommes tous ici. Nous avons vu la vitesse à laquelle certaines personnes sont devenues subitement milliardaires. Mais ça s'explique. Maintenant, les textes habituels, les textes de droit commun ne peuvent pas permettre d'atteindre le résultat escompté, à savoir identifier les corrompus, les corrupteurs. On a mis en place cette disposition. Il y a ça me paraît justifié sur le principe. Même si, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut quand même faire des aménagements pour permettre aux personnes concernées de pouvoir bénéficier du double degré. Comme les États-Unis, par exemple, face au terrorisme, ils ont créé Guantanamo. Mais tout à fait. Et nous, face au détournement. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il y a eu effectivement le 11 septembre, il n'y a pas eu Guantanamo. Même à l'intérieur des États-Unis, il y a une restriction d'un certain nombre de libertés oui. Par rapport à l'urgence à faire face à une situation exceptionnelle. Et vous comparez les deux situations? Je ne compare pas. Je dis simplement que nous avons, une situation exceptionnelle ici. Parce qui justifie des mesures exceptionnelles. Qui justifie qu'on prenne par rapport aux poursuites requises certaines mesures exceptionnelles. Je le conçois parfaitement. Et j'ai l'habitude de donner un autre exemple. Mais depuis l'indépendance, nous avions le code des douanes qui permettait à la douane de poursuivre quelqu'un
et d'obliger le juge d'instruction à délivrer un mandat de dépôt. Qui ça a choqué? Parce qu'on a estimé que pour combattre la fraude douanière, il fallait des mesures exceptionnelles. Voilà, donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel. D'avoir dans un domaine précis, par rapport à un contexte spécifique, des mesures exceptionnelles pour répondre à une situation exceptionnelle. Et ce qui s'est passé pendant 12 ans, de 2000 à 2012, est une situation exceptionnelle. Et souvent, quand vous présentez ça comme une situation exceptionnelle, décrire ces gens qui se sont enrichis de manière exponentielle en un laps de temps, l'argument qui vient tout de suite, c'est que vous avez fini de les juger. Je n'ai pas fini de les juger, ils doivent être jugés. Je fais un constat. Le constat que je fais, c'est que c'est des personnes qui occupent des fonctions que tout le monde connaît et qui ont des fortunes qui sont sans rapport avec les fonctions qu'ils occupaient, c'est tout. C'est un constat. C'est un constat. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait. Ils doivent s'expliquer. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a la Haute Cour de justice également, qui vient d'être mise en place. Là, on entend aussi des noms. Je regrette qu'elle ait été mise en place très tardivement. Je ne sais pas pourquoi, depuis 2012, on est attendu jusqu'à présent pour mettre en place la Haute Cour. On a perdu beaucoup de temps. Depuis 2012, on aurait pu mettre la Haute Cour en place et poursuivre les gens concernés. Il était totalement incompréhensible qu'on ait interdit de sortir du territoire des personnes depuis plus d'1 an, 1 an et demi, pour ne mettre en place la Haute Cour que récemment. Ce n'était pas cohérent. Oui, presque tout le monde est d'accord sur le fait que ce retard est une erreur, mais quand même, le fait aussi de mettre sur pied cette Haute Cour de justice était nécessaire. C'est très bien, absolument. C'est très bien, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont ciblées, qui étaient tous des personnes qui avaient un statut de ministre. Et la loi dit que ces ministres doivent être poursuivis devant la Haute Cour. Donc c'était très urgent de mettre en place cette Haute Cour. J'espère qu'elle va être opérationnelle très bientôt. Mais ils disent qu'elle va être opérationnelle sous peu. C'est souhaitable, c'est très souhaitable. Et on dégage déjà des noms? Il y a des noms, il y a des noms. Vous savez, il y a des personnes qui étaient ministres sous Wade qui ont été interdites de sortir du territoire. On peut présumer que ces personnes vont être concernées par la Haute Cour, vont être visées par la Haute Cour. Oui. Et il y a un côté quand même communicationnel dans ce dossier juridique au Sénégal. Et la bataille de la communication semble être quelque peu perdue par ce régime actuel. À cause de ses lenteurs, à cause de quelques sorties politiciens. J'ai dit, et je vais encore répéter, que la gestion de ce dossier de la traque des biens mal acquis est déficiente. Il y a eu un gros déficit de pilotage stratégique et une instrumentalisation politique de ce dossier. C'est ce qui a fait que le résultat n'est pas probant aujourd'hui. Le résultat est... Et l'important, c'était ce résultat, non? Quel résultat? Ce résultat qui n'est pas probant, c'était l'important dans cette traque. Mais aujourd'hui, le constat est simple. Ça fait 2 ans. Le résultat, il est là. Il n'y a qu'une personne qui est concernée, qui est dans les liens de la détention. Alors que nous savons très bien que potentiellement, cette traque peut concerner beaucoup de monde. Donc, il y a manifestement des erreurs de gestion stratégique de ce dossier. Des erreurs ou manque de volonté carrément? Je ne veux pas... j'attends pour juger du manque de volonté. En tout cas, pour l'instant, je considère qu'il y a des erreurs de pilotage stratégique. Maintenant, il faut être vigilant, surveiller l'évolution des choses pour voir s'il y a une réelle volonté politique d'aller jusqu'au bout de ce dossier. Les Sénégalais attendent et exigent qu'on aille jusqu'au bout de ce dossier. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses spectaculaires, de faire des effets d'annonce pour, au bout du compte, trouver des moyens de sortir de ça sans aller au bout. Ce serait totalement inacceptable. Le passé ne milite pas à la faveur de cette Haute Cour de justice. Le passé, c'est le dossier de Mamadou Dia et celui de Idrissa Seck.
nous devons être cohérents dans nos démarches. Si, comme vous le dites, le passé ne milite pas en faveur de cette cour, pourquoi on n'a pas débattu de l'opportunité de la réformer ou de la supprimer? C'est débattu, non? Non, ce n'est pas débattu. Il n'y a pas de débat sur la pertinence ou non de la haute cour. Je n'ai pas entendu de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Il y a un débat sur la CRI, mais il n'y a pas de débat. Même les personnes susceptibles d'être concernées, notamment Karim Wade par le canal de ses avocats, dit qu'il relève de la haute cour. Donc je ne pense pas que la compétence de la haute cour soit remise en question par les personnes susceptibles d'être concernées. Par rapport au passé de cette haute cour de justice, oui, vous êtes optimiste par rapport à ça? Il y a toujours un problème quand dans une juridiction, il y a des membres de cette juridiction qui sont des hommes politiques. Sur le principe, il y a un problème. Sur le principe? Sur le principe, il y a un problème. Parce que ça lui donne une certaine coloration politique. Moi je suis par principe pour l'utilisation des juridictions de droit commun. Voilà, mais il faut être, quand on est sensible à l'état de droit, il faut être cohérent. Quand on a des textes, on est obligé de les appliquer. Si nous pensons que ces textes ne sont pas pertinents, il faut les changer. Voilà. Une pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires commerciaux avant de revenir. Maître Mahawana. Vous voulez recevoir vos chaînes africaines préférées? Vous habitez en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique? Retrouvez-les dès maintenant dans le bouquet africain La Box TV. C'est facile. Pour la commander, rendez-vous sur www.lebouquetafricain.com. Vous la recevrez directement chez vous. Facile à installer. Vous regardez toutes vos chaînes africaines avec le bouquet africain La Box TV. N'attendez plus. Plus d'informations et la liste des showrooms sur www.lebouquetafricain.com. yéen ñi bëgg a jokkoo groupe des médias ci ay xibaar Musique FM Sen TV wala Tribune boo leen nekkee ci Dakar woote leen ci 77 610 44 44 boo leen nekkee ci Grand Yoff wala Parcelles woote leen ci 77 856 41 41 boo leen nekkee ci Guédiawaye ak di ko wër woote leen ci 77 856 47 47 bu ngeen nekkee ci département bu Pikine wala Thiaroye ak li ko wër woote leen ci 77 856 48 48 bu dee di ngeen nekk Rufisque wala Bargny ba Sangalkam woote leen ci 77 612 91 91 groupe des médias taxaw ci jox leen xibaar yu gaaw te leer Zik FM Sen TV La Tribune ak Dakar Live duñu musa noppi ci di jaamu seeni soxla. kii mooy tubaabu géej yaa ci géej bang ci jaay may ma ñëw alors nee naa la jooni naa la ka moom nga may doye ak xam damaa foog ne yegseegul woon jën yi sax mën nañ koo jooni maa ngi ni xoolal ma sama biyaa waa coupeel ma jaay sama client bi jaay ma xaalisu natt la ma doon doye di ma def ko jooni bu ngeen di yónnee wala jot xaalis jooni moo ci gën a gaaw jooni gaaw na yomb na te wóor na. Merci de nous rester fidèles. Maître Mame Adama Gueye, on a parlé de ce Sénégal avec ses procès, des procès qui concernent essentiellement des dignitaires du régime de Abdoulaye Wade. Il y en a qui parlent également d'iniquité en pensant à ces dignitaires de ce même régime d'Abdoulaye Wade qui sont aujourd'hui du camp de Macky Sall. Aucune personne concernée ne doit être épargnée. C'est ça qui est l'équité et la justice. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison d'épargner les personnes parce qu'ils sont actuellement dans le régime. C'est de la responsabilité de la justice. Et oui, cette société civile, on l'attend également. Sur ce rôle d'observateur par rapport à ce qui se fait. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des organisations qui le font. Je vous ai cité le M23, je vous ai cité le Forum civil, il y a Y'en a marre, qui sont là, qui sont vigilantes, qui réagissent. Donc je pense que la société civile est dans son rôle. Une société civile écartée des locales, oui, il y en a de ses membres qui
ils sont allés avec des coalitions pour se représenter. Comment voyez-vous d'abord le fait d'être écarté par le régime actuel? C'est scandaleux. Et la loi électorale, l'Assemblée nationale a manqué une opportunité historique de mettre notre loi électorale au niveau de nos ambitions démocratiques. L'Assemblée nationale a aussi loupé une opportunité historique de mettre en phase notre législation électorale avec les engagements internationaux du Sénégal. Je veux citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte internationale sur les droits civils et politiques, qui consacre le droit de tous les citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. L'Assemblée nationale a commis une forfaiture. C'est aussi grave. Je pèse bien mes mots. Mais une Assemblée nationale qui prend une loi contraire à la Constitution, contraire aux engagements internationaux du Sénégal, c'est une forfaiture. Comment ça, contraire à la Constitution? Mais contraire à la Constitution qui consacre le droit de tous les Sénégalais à participer à la gestion des affaires publiques. C'est ça le principe constitutionnel. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a consacré une discrimination entre des Sénégalais qui ont choisi de ne pas faire la politique par rapport à des Sénégalais qui ont choisi de faire la politique. C'est pour ça que je dis que c'est une forfaiture. Ce n'est pas banal ce qui s'est passé. Ce débat a été posé. Les députés ne peuvent même pas prétexter qu'ils ignoraient cette revendication. Tous les députés ont été interpellés par l'initiative Syllabok. Tous les députés individuellement ont reçu un courrier. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le directeur général des élections. Nous avons rencontré tout le monde. Nous avons été très responsables dans notre démarche. Mais malgré tout, il y a eu une conspiration du silence des acteurs politiques. C'est parce que vous dérangez. Mais peut-être. Mais aujourd'hui, c'est une minorité politicienne qui a décidé d'écarter des locales, des Sénégalais qui ont émis la volonté de participer parce au local. Parce qu'eux, ils se disent que ce sont eux les légitimes. Sur quelle base? Sur la base simplement qu'ils optent depuis longtemps ou depuis toujours à faire de la politique presque leur métier. Et alors? Et vous venez comme ça? En quoi? Vous venez en opportuniste? En quoi ça leur confère un privilège? S'ils font de la politique. Parce qu'ils se sont investis au moment où vous étiez. Ils se sont investis pour qui? Vous savez très bien que quand les gens font de la politique ici, ils le font pour leurs propres intérêts. Vous avez vous-même dit qu'ils sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils en vivent. Ils ne se sont pas engagés pour l'intérêt général. Ils sont engagés pour trouver les moyens de promotion sociale. Ce n'est pas pour rien que les gens se battent quand il faut investir des députés, parce qu'il y a des intérêts financiers. Ce n'est pas pour rien que les gens font tout ce qu'ils peuvent pour être nommés ministres. C'est un investissement. Les cadres politiques sont des groupements d'intérêts politiques. C'est de l'entrepreneuriat politique, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière l'engagement politique. Donc quand j'entends les gens dire « vous n'avez pas de légitimité parce que vous ne vous mouillez pas, vous n'allez pas sur le terrain, vous ne nous fatiguez pas », vous croyez que c'est plus méritant de se réveiller, d'aller faire des activités politiques pour son propre intérêt ou pour l'intérêt de son parti? Vous croyez que c'est plus méritant que de se réveiller, d'aller travailler pour créer de la richesse pour ce pays, d'aller travailler et d'employer des Sénégalais, de leur payer des salaires? Vous croyez que c'est plus méritant? Non, et ces mêmes personnes, je termine, vous croyez que c'est plus méritant que des personnes s'engagent depuis des 10, 20 ans dans des actions publiques pour l'intérêt général sans tirer aucune dividende? Beaucoup d'acteurs de la société civile sont là, s'activent depuis des décennies, font des choses au niveau local, au bénéfice des populations, sans aucun bénéfice direct, pour l'intérêt général. Ils n'ont pas moins de mérite. Vous êtes d'accord que c'est un discours nouveau? Mais ce n'est pas un discours nouveau. On se bat sur ça, Pape Cher. On se bat sur ça depuis 1996. C'est peut-être la presse qui ne fait pas très attention, parce que ce n'est pas une question très spectaculaire. La première fois que nous avons posé ce problème, c'était en 1996. Ce combat date de 1996. Mais personne ne nous écoute. C'est une violation. Vous avez été toujours perçus comme des altruistes. Oui, qui font du bénévolat au service d'un public, mais qui n'attendent pas de dividendes, justement. Mais nous restons altruistes. Quelqu'un qui ambitionne, quelqu'un qui a travaillé, qui a son métier, qui a envie, qui dit «
Maintenant, je veux participer à la gestion de ma collectivité locale. Mais qui est plus altruiste que lui? Qui est plus altruiste que lui? Il ne vit pas de ça. Il a son métier. Dans le cadre de l'initiative Silabok, nous avons vu beaucoup de personnes, mais qui n'attendent strictement rien de ces collectivités locales, mais qui ont un niveau de compétence avéré dans des domaines qu'ils veulent mettre au service de leur collectivité locale, mais qui n'ont pas envie d'aller dans des partis politiques. Pourquoi veut-on obliger quelqu'un à aller dans un parti politique? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans une décision rendue contre le gouvernement tanzanien, a dit que le fait d'interdire à des indépendants de participer à des élections locales viole la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Charte que notre gouvernement a signée et a ratifiée. Voilà la situation. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale relève d'une dictature d'une minorité politicienne. Oui, et c'est intolérable. C'est absolument intolérable. Oui, ça peut être intolérable, mais quand même compréhensible quand on considère qu'il s'agit de politiques qui défendent leurs intérêts. Mais ils défendent leurs intérêts. Il ne s'agit pas de défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts. Ils sont à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du Sénégal. Les députés ne sont pas à l'Assemblée pour défendre les intérêts des formations politiques. Et c'est ce qu'ils ont fait en votant cette loi. Ils ont voté cette loi pour défendre les intérêts des formations politiques. Oui. Et ça, c'est inacceptable. La suite, c'est quoi? Aujourd'hui, déjà, l'action de Silabok a eu quand même une portée intéressante parce que plus personne ne peut contester, ne peut discuter qu'à la suite de cette initiative et de cette action, partout dans le pays ont émergé de nouveaux acteurs. Raison pour laquelle ils disent que vous faites ce qu'ils font eux-mêmes. Mais pourquoi devraient-ils en avoir l'exclusivité? De quel droit? Est-ce qu'il y a un texte qui leur confère cette exclusivité? Ils vous demandent de vous constituer en parti politique. En vertu de quoi? Est-ce qu'il y a... On est dans un état de droit, pas cher Silla. En vertu de quoi? Qu'est-ce qui les autorise à dire aux gens faites ceci ou faites cela? Est-ce qu'ils ont des injonctions à donner aux gens? Ils n'ont pas d'injonction à donner à qui que ce soit. Les citoyens sont libres. Il n'y a qu'un référentiel. C'est la Constitution. C'est la loi. C'est l'état de droit. Moi, je conçois qu'on me dise vous devez faire ça parce que la loi prévoit ça. Mais parce que c'est leur volonté de dire maman d'abord. Pas volonté, mais quand même un contrat social comme il est conçu qu'on salue la personne avec la main droite. Il n'y a aucun contrat social dans ce sens. Il est conçu qu'on salue la... Je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis longtemps, il y a des territoires bien délimités. Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui se sont arrogées le droit de se réserver exclusivement ce type d'activité. Mais c'est fondé sur rien. C'est parce qu'ils ont fait croire aux autres que seuls eux pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, vous êtes un observateur, puisque vous êtes journaliste. Ce n'est pas pour rien que les partis politiques que les citoyens ont cette perception négative des partis politiques, parce que 54 ans après, ils ont compris qu'on les a bernés. Ils ont compris qu'on les a bernés en leur laissant penser qu'on pouvait régler les problèmes. La forme d'action dans le cadre des partis politiques par rapport à la satisfaction des besoins des Sénégalais, cette forme d'action a atteint ses limites. Totalement. Mais quand même, vous êtes parvenu à avoir vos candidats. Vous êtes sur les listes. Il y a des candidats qui sont sur les listes. On a obligé les initiatives indépendantes, soit à recourir à des partenariats avec des partis qui acceptent de leur donner sans condition leur récépissé, ou être dans des coalitions. C'est la preuve par l'absurde que ça ne sert à rien de vouloir arrêter ça. Parce que de toute façon, les initiatives indépendantes sont sur le terrain. Et cette dynamique va se développer. Il y a une émergence inéluctable de nouveaux acteurs dans le champ de la gestion des affaires publiques. Et c'est totalement bénéfique pour notre pays. C'est totalement bénéfique pour le Sénégal. C'est totalement bénéfique pour les collectivités locales. C'est une question de cohérence. On ne peut pas vouloir d'un côté dire on renforce les pouvoirs des collectivités locales, qu'on passe à un acte 3 de la décentralisation qui va aller vers la territorialisation comme base de développement local, en privant ces collectivités locales de compétences. C'est ça aussi le problème. Maintenant, il faut de la compétence pour diriger et non et de l'intégrité. Ça doit être les deux seuls critères qui me paraissent, qui à mes yeux sont importants. C'est la compétence, l'intégrité.
On a pendant 54 ans. Mais vous avez quand même du boulot à faire hein, pour véritablement bousculer cette hiérarchie. Mais c'est déjà en cours. C'est parce que nous avons pris l'initiative. Depuis 22 ans, depuis 20 ans, nous sommes sur le terrain. Les choses ont bougé. Vous savez, il y a les évolutions institutionnelles palpables et il y a la dynamique sociale. Personne ne conteste. Au Bénin, Yahi Boni avait surpris. Oui, Au Sénégal, on n'y pense même pas. Oui, enfin, on verra. On verra. Je vais vous dire, personne ne peut contester qu'il y a eu une évolution considérable qui a développé une conscience citoyenne. Ce n'est pas les partis politiques qui ont développé cette conscience citoyenne. Personne ne peut contester ça. C'est l'action d'organisation de la société civile et de la presse qui ont développé cette conscience citoyenne. Cette exigence citoyenne de la redevabilité. Tous les concepts aujourd'hui que nos hommes politiques qui sont si prompts à rejeter la société civile, mais tous les concepts dont ils se servent aujourd'hui pour se promouvoir sont des concepts développés par la société civile. Citoyenneté, démocratie participative, bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Il n'y a pas un concept, un de ces concepts qui n'a pas été promu par la société civile. Donc aujourd'hui, le combat est sur une très bonne voie. Mais souvent, le politique arrive toujours à vous utiliser, à récupérer les efforts consentis par vous de la société civile. Ils arrivent toujours à vous utiliser. Oui, c'est arrivé. Je l'ai dit, je l'ai expérimenté. Effectivement, il y a quelques exemples d'ailleurs. Quand ils ont besoin de la société civile, ils sont très gentils, très ouverts. On l'a vu avec les assises nationales, on l'a vu avec le M23. Effectivement, quand on dépasse ces étapes, vous êtes écartés. Ils font preuve de beaucoup d'ostracisme. Mais les choses vont changer parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, il y a des Sénégalais qui ont compris, que c'est leur droit en tant que citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. C'est une dynamique qui est inéluctable. Même les partis politiques le savent. La preuve, aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique qui ne cherche pas à avoir dans ses listes des personnes qui sont d'autres horizons. Alors que ce n'est pas les candidatures qui leur manquent. Utiliser leur nom, justement. Oui, mais ça, c'est la preuve. Utiliser leur supposée crédibilité. Mais c'est la preuve de la pertinence de la revendication de Silabok. C'est-à-dire que si eux-mêmes vont chercher ces personnes, ça veut dire que ces personnes ont la légitimité pour demander la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques. Ouais. Ils confirment. Peut-être qu'il vous reste d'être assez outillé pour les concurrencer sur le terrain. Mais la dynamique est en cours. Aujourd'hui, la dynamique est en cours et elle est inéluctable. On n'arrête pas la mer avec ses bras. Mais vous êtes à l'état de balbutiement encore. Non, pas de balbutiement, c'est une dynamique qui est en cours. Aujourd'hui, la présence importante d'initiatives indépendantes au niveau de ces locales est quelque chose de très intéressant. Et puis aujourd'hui, là où on a encore raison par rapport à cette initiative, c'est la banque. Une des justifications, c'était de dire que les élections locales, c'est des affaires de localité. Vous avez-vous observé en tant que journaliste les difficultés des directions des partis à faire respecter les mots d'ordre au niveau local? Ça conforte ce qu'on a dit. Les élections locales, c'est une affaire de localité. Ce n'est pas une affaire de direction de parti. Aujourd'hui, les partis ont d'énormes difficultés. C'est la confusion totale. Oui. Parce que les localités, les réalités locales ont pris le dessus sur les directives des partis. Oui. Ça ne fait que conforter ce qu'on dit en disant que les élections locales, c'est une affaire de localité. Ce n'est pas une affaire d'appareil de parti. Oui. On s'entend au niveau de ces localités à des changements. Oui. Vous, que proposez-vous par rapport à ces maires politiques qui étaient là? Souvent, on dit qu'ils n'ont pas les compétences requises. Ils sont là juste, ils assistent aux réunions pour émarger ensuite, prendre leur per diem, des fois des sommes modiques de 3 000 ou 5 000 francs CFA, et puis partir. Les véritables problèmes de la cité ne les intéressent pas. Et par rapport à vous, est-ce qu'on peut s'attendre à mieux? On espère que beaucoup de nouveaux acteurs venant des initiatives indépendantes vont avoir des postes dans les collectivités locales, des positions dans les collectivités locales, ce qui permettra d'améliorer qualitativement les choses. Je suis certain. La simple présence des conseillers municipaux qui ne viennent pas que des partis politiques, et
serait déjà une avancée. Parce que quoi qu'on dise, il y a quelquefois des convergences d'intérêts entre les partis dans les collectivités locales, hein, pour s'octroyer des avantages, plutôt que de s'occuper des intérêts des populations. Donc, si, comme nous l'espérons, des acteurs nouveaux venant des initiatives indépendantes sont dans les collectivités locales, ce sera une avancée. Et pour ça, il faudra d'abord une percée de ces sociétés civiles. Maintenant, enfin, ce qui n'est pas envisageable. Pas la société civile. Je ne veux pas qu'on assimile. C'est des initiatives indépendantes. La société civile, pour moi, c'est autre chose. C'est toutes ces organisations. Il y a beaucoup d'organisations. On ne peut pas dire que ce sont des indépendants. Des indépendants. Oui. Voilà. Une percée est envisageable. Il faut espérer. Il faut espérer. On fera le point au soir des élections, mais il faut l'espérer. En tout cas, ce serait... Parce que vous semblez être des amateurs aux côtés de professionnels. Mais de professionnels... Les indépendants n'ont pas envie, ne souhaitent pas être des professionnels de la politique. Non, dans la pratique, on veut dire. Mais s'ils étaient... Il va falloir mener campagne. Oui. Il va falloir convaincre les populations. Ils sont outillés pour ça. Espérons. Vous, non. Vous savez, ce que nous espérons, c'est que la majorité de ce pays cesse d'être silencieuse. Vous savez très bien que le taux de participation à cette élection en général n'est pas très élevé. Ce que nous espérons, c'est que les populations sensibles à nos discours comprennent les enjeux et participent aux élections. Et si ces populations participent aux élections, ce ne sera pas une affaire de microcosme. Vous savez, le professionnalisme, entre guillemets, de ces politiques opère dans le microcosme politique. Vous savez, le Sénégalais lambda qui va voter, vous croyez que c'est parce que c'est le professionnalisme des politiques? Ce qui s'est souvent passé, c'est que c'est une question d'offre. Si vous allez au marché, vous ne voyez que 2 produits. Vous choisissez un des 2 produits. Si vous allez au marché, vous voyez 10 produits, votre offre est plus large. L'objectif de l'action sur la boxe, c'est d'élargir l'offre politique. Et ça participe du renforcement de la démocratie dans notre pays. Et c'est pour ça que, vous savez, c'est comme dans le commerce. Quand un commerçant, excusez-moi de cette comparaison, il est là avec son produit, et voit un autre qui arrive avec un produit qui peut être meilleur, il va tout faire pour l'empêcher de présenter sa marchandise. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est de bonne guerre, non? Ce n'est pas. Ça peut se comprendre, mais ça peut se comprendre. Mais ça ne fait que conforter une chose à leur détriment. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que les nouveaux acteurs ont des qualités qui risquent de les mettre à rude épreuve en matière de concurrence. Donc c'est bien, ça veut dire que les nouveaux acteurs ont des profils très compétitifs en matière électorale. C'est ce qui fait peur aux appareils de parti. C'est pour ça qu'ils ont organisé toute cette conspiration du silence et cette forfaiture à l'Assemblée nationale pour continuer d'écarter les indépendants des élections locales. Conspiration du silence. En tout cas, il faut faire du bruit en politique. Et ceux qui parviennent à faire du bruit, ce sont des politiques comme Abdoulaye Wade et le PDS, des politiques comme Macky Sall et ses sorties. Voilà. Donc vous, c'est après, c'est bien après. Vous êtes trop policier, trop correct pour attirer l'attention du grand public. Il ne s'agit pas seulement d'attirer l'attention. Vous savez, pour moi, le temps est indifférent. Le temps est indifférent. Nous n'avons pas, nous, de contraintes de temps. C'est les politiques qui ont des contraintes de temps. Parce que leur contrainte, c'est toujours la prochaine élection. Nous menons un combat de long terme dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Donc on n'a pas de contraintes. On veut que les choses changent. Cette manière de faire la politique n'a donné aucun résultat. Ça fait 54 ans qu'on est indépendant. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des Sénégalais, cette manière de faire la politique? Combien de ressources colossales ont été mises à la disposition des politiques? Et vous donnez quel temps? Mais ça, c'est aux Sénégalais d'en décider. Nous travaillons patiemment à les convaincre de la nécessité d'aller vers des ruptures véritables. Et ces élections, comme pour les politiques, ces élections sont décisives pour vous? Et ces élections, pas décisives, mais peuvent donner des résultats. Nous peuvent donner des résultats et faire tirer des enseignements qui peuvent être importants pour la suite. Mais ce n'est pas décisif. Mais ça peut donner des enseignements qui peuvent être très importants pour la suite. Nous menons un combat de long terme parce que l'important pour ce pays, c'est d'arriver à des ruptures véritables et transformatrices. Et il n'y a pas encore ce rythme? Du tout. La rupture n'est pas au rendez-vous. La rupture n'est pas encore au rendez-vous. Oui, un politique l'a dit. Quand un politique
fait une sortie. Par exemple, ce que Idrissa Seck vient de faire en disant que c'est pire sous Macky Sall, le népotisme. Il y a le frère, le neveu, la tante, les nièces et autres qui sont à des postes stratégiques ou qui veulent occuper des postes dans l'espace public sénégalais. Là, vous le rejoignez? Je ne veux pas commenter. Moi, j'ai déjà dit ce que j'ai dit. J'ai déjà dit que la rupture, elle n'est pas au rendez-vous. Je l'ai dit avant qu'il le dise. Je ne veux pas commenter lui ce qu'il a dit après. Oui, ça veut dire que vous convoitez les mêmes choses. Nous ne convoitons pas les mêmes choses. Nous n'avons pas le même combat, nous n'avons pas le même objectif. Lui, c'est un politicien professionnel. Moi, je ne suis pas politicien professionnel. Oui, votre manière de décrire ces politiques. Oui, politicien, professionnel entre guillemets, vous dites, oui, c'est une manière de les regarder de haut. Du tout. J'ai du respect pour tous les Sénégalais. Je ne fais que des constats. Est-ce que c'est des politiciens professionnels ou non? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui vivent depuis des années sans exercer un métier connu? C'est tout. C'est ce que je dis. Quand on est politicien professionnel, on se bat pour avoir des postes pour consommer notre richesse nationale. Pendant ce temps, il y a beaucoup de Sénégalais qui se battent tous les matins, tous les jours pour créer de la richesse nationale. Et en plus, s'ils se battaient pour, même si consommer notre richesse nationale, mais en faisant fonctionner le pays dans des conditions satisfaisantes et dans l'intérêt des populations, je n'aurais pas de problème. Le bilan est là après 54 ans d'indépendance. Cette manière de faire la politique, cette pratique politique, cette manière de gérer les affaires politiques a montré ses limites, ses très grandes limites. Notre pays fonctionne encore malheureusement sur le registre de la politique telle qu'elle était conçue sous Senghor. C'est-à-dire la politique clientéliste, le clientélisme politique. Et oui. C'est malheureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clientélisme politique, c'est qu'on arrive au pouvoir, on met ses amis politiques, on renvoie l'ascenseur à ce qui vous a accompagné, on donne les dividendes à ce qui vous supporte. Ça ne devrait pas être ça. On devrait mettre en avant exclusivement l'intérêt national qui est un intérêt supérieur, l'intérêt général. Traiter avec équité tous les Sénégalais, promouvoir la compétence, l'intégrité, faire en sorte que la compétence, l'intégrité soient rentables dans ce pays. Oui, c'est clair. Bon, et faire de l'activité, faire de l'activité de dilapidation, de détournement des ressources, de corruption, des activités à très haut risque. Oui, le discours revient toujours, mais eux également, ils ont des répliques par rapport à vous. Ils disent que c'est rare qu'au niveau de la société civile, qu'on fasse des évaluations. Ceux qui dirigent ad vitam aeternam, oui, il y a des choses à revoir. C'est une critique juste que je partage avec eux. Oui, vous partagez voilà, avec ça eux. vous surprend, mais je partage cette critique. Oui, on ne doit pas non plus être un professionnel de la société civile et en vivre. Je critique ça. Il y a beaucoup d'argent. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous posez un problème très intéressant. Et la société civile, qui va mobiliser des fonds en se prévalant de l'intérêt général, doit rendre des comptes, doit être transparente elle aussi, et publier ses comptes. On exige cette transparence. Mais je suis d'accord, il faut le faire. On doit exiger des organisations de la société civile qui mobilisent des ressources, localement ou sur le plan international, au nom de l'intérêt de la population. Ils ont l'obligation de rendre compte et de rendre public leurs comptes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et le minimum, c'est quand même de ne pas mélanger les casquettes. Par exemple, bénéficier d'un salaire venant de l'État et être de la société civile en même temps, ça également, ça pose problème. Non, ça dépend. On peut être de la société civile sans avoir aucune rémunération. La très grande majorité de ceux qui bougent dans la société civile, ce ne sont pas les appareils, ce sont des volontaires. Ce sont des bénévoles. Au final, il n'y a pas de politiques professionnelles qui sont salies et de membres de la société civile qui sont propres. Je vous conforte. Donc tout le monde... Je vous conforte. Devant ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on est de la société civile qu'on est intègre et compétent. Et ce n'est pas parce qu'on est politique qu'on est incompétent et malhonnête. Pas de cliché alors? Non, pas de cliché. Je veux dire juste qu'il faut justement que nous veillions à faire en sorte que tous les Sénégalais soient traités sur un pied d'égalité et qu'on mette en avant des critères de sélection faisant prévaloir la compétence et l'intégrité. Mais l'engagement est nécessaire. Il y a des politiques qui sont intègres et compétents. Il y a des gens de la société civile qui sont malhonnêtes et incompétents. Il faut prendre un critère de distinction qui
qui ne repose pas sur la catégorisation politique aux sociétés civiles. Et l'engagement de tous est important. Mais le Sénégal a besoin de tout le monde. Ce que je recuse, nous ne faisons pas preuve d'ostracisme. Nous ne rejetons pas les politiques. Ce qu'on recuse, c'est que les politiques rejettent les autres. C'est ça qui est inacceptable. Justement, arriver à ne plus être sur la défensive quand même. Il faut vous revoir votre position. Nous n'avons jamais été sur la défensive. Là, vous êtes sur la défensive. Du tout. Nous agissons. Nos interlocuteurs, ce ne sont pas les politiques. Nos interlocuteurs, ce sont les populations. Oui. Agir pour ne pas subir, comme disait Nous agissons en direction des populations. En tout cas, merci, Maître Mambadama. Je vous remercie. C'était un plaisir. Partagez. À dimanche pour un autre numéro de